Bonjour à tous. Je vous propose de démarrer ce second atelier de la matinée. Donc, bienvenue pour cet atelier sur la- le contrôle et la maîtrise des risques dans une jeune société de gestion. Rapidement, depuis la crise de 2008, le Kamadoff, la faillite Lehman, les exigences réglementaires se sont multipliées. Les jeunes sociétés de gestion, les sociétés de gestion en général, sont obligées de renforcer leur dispositif de contrôle des risques. Pour les jeunes sociétés de gestion, ceci pèse sur leur coût de fonctionnement, ça euh, pèse sur leur business model et ça génère de nouvelles contraintes. En parallèle, il est difficile, de plus en plus difficile en ce moment pour les jeunes sociétés de gestion de lever des fonds. Et des bonnes pratiques en termes de maîtrise des risques peuvent être un réel atout pour se distinguer de la concurrence et convaincre les investisseurs. Pour discuter donc de ce sujet de la gestion des risques pour les jeunes sociétés de gestion, j'accueille donc Morgan Rossi, CEO et CRO de la société Aircube, une jeune société de gestion globale macro, sidée par New Alpha. Christian Jiménez, CEO de Diamant Bleu, et Bernard Blot, donc responsable de la clientèle institutionnelle chez BP2S. Pour commencer directement et rentrer dans le sujet sur le contrôle et la maîtrise des risques chez les jeunes sociétés de gestion, en termes de pratiques, quelles sont les pratiques, comment on gère les risques aujourd'hui dans les jeunes sociétés de gestion. D'abord en termes de risques de marché, Christian Jiménez, comment décririez-vous en quelques phrases aujourd'hui votre dispositif de suivi et de contrôle des risques chez Diamant Bleu? Bien, écoutez, bonjour à tous. Effectivement, j'ai eu peur quand Franck a démarré par les risques de marché, parce que je pense qu'il faut faire une petite introduction, je dirais, sur la gestion des risques avant de rentrer dans les complications techniques de la gestion des risques de marché. Nous, chez Diamant Bleu Gestion, notre credo, c'est la gestion flexible pilotée par les risques. Et quand on dit gestion flexible pilotée par les risques, ce n'est pas un slogan marketing, c'est vraiment le résumé de notre process de gestion. Chez Diamant Bleu Gestion, la gestion des risques est vraiment intégrée à la gestion tout court. Et moi, je viens du monde institutionnel, j'ai dirigé le compte propre d'une grande banque, je gère des portefeuilles depuis 30 ans bientôt. Et donc, j'ai lancé le fonds Diamant Bleu avec ce qui s'appelle aujourd'hui la française AM, Next AM, il y a 5 ans. Et donc j'ai voulu, dans ce process de gestion du fonds Diamant Bleu, mettre mes 25 ans à l'époque d'expérience de gestion de portefeuille. Et donc j'ai voulu intégrer le process de gestion des risques à la gestion elle-même. Et dans une vie antérieure, j'ai beaucoup utilisé ou vu utiliser des systèmes de gestion des risques très sophistiqués. Et ces systèmes peuvent rassurer certains, y compris ceux qui n'y comprennent pas grand-chose. Nous, chez Diamant Bleu Gestion, on a voulu faire tout le contraire. Parce qu'en fait, si on veut que le process soit appliqué, et soit appliqué au quotidien, en permanence, il faut vraiment que le process soit simple et compris de tous. Et ce ne sont pas les systèmes les plus sophistiqués qui donnent les meilleurs résultats. Nous, en fait, on a un système de gestion des risques extrêmement simple, dans la mesure où, à la base, ce premier étage de gestion des risques, c'est d'appliquer à chaque position un stop loss. C'est de dire, nous on fait plutôt de la gestion discrétionnaire, on ne fait pas de la gestion basée sur des modèles, et donc on pense qu'un marché va monter, on achète des actifs de ce marché. On peut se tromper. Eh bien, notre démarche consiste à dire, si on se trompe, le stop loss s'allume, et quand le stop loss s'allume, il faut l'éteindre. Ça a l'air bête, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Et éteindre un stop loss, ça peut vouloir dire couper la position, ou si on a démarré par une petite position, la diluer dans les limites possibles. Et donc, c'est vraiment extrêmement basique, mais n'empêche que ça marche. On a démarré début 2008. Le fonds était positif en 2008 dans la gestion diversifiée zone euro, fonds prudent. On était le seul fonds positif en 2008. Et c'est pas faute d'avoir voulu acheter des actions en 2008. À chaque fois que j'en mettais en portefeuille, 2 heures plus tard ou 2 jours plus tard, le stop loss s'allumait. Et donc, l'avantage de ce process de gestion, c'est que quand on prend un pari perdant, la perte est très limitée. Alors qu'à l'inverse, si on part dans le bon sens, on se laisse porter par le marché
Et donc, on arrive à des gains sur les positions gagnantes plus élevés que les pertes sur les positions perdantes. Et ça, c'est un credo qu'aime bien notre amie la Française des placements, devenue Française AM, c'est la gestion dissymétrique. L'idée, c'est de capter plus des hausses que ce qu'on subit des baisses. Et c'est exactement ce qu'on fait dans les fonds de Diamant Bleu Gestion. Donc un système très simple, de stop loss très serré obligatoire, de stop win beaucoup plus large, de calibrage du stop loss non pas en fonction du risque de l'instrument, mais en fonction de la capacité à prendre des pertes. Je pourrais développer si vous le souhaitez, c'est un peu compliqué. Enfin, ça reste très simple. Mais... Et puis surtout, ça c'est opération par opération et ça concerne 100% du portefeuille. Et puis au-dessus de tout cela, des limites globales de volatilité. Donc selon qu'on soit sur un fonds prudent ou un fonds dynamique, ben, on peut aller jusqu'à 5 de volatilité ou jusqu'à 9 ou 14, 15. Donc on encadre la gestion globale par une limite de volatilité globale. Et ça permet d'avoir une gestion flexible, authentiquement pilotée par les risques, avec quelque chose que les investisseurs comprennent. On calcule la value at risk, évidemment, parce que certains nous la demandent. Donc on peut dire à telle période la VAR de tel fonds et de temps. Donc celui qui veut la VAR, on peut lui donner, mais nous, on ne gère pas à base de VAR ou à base de quoi que ce soit qui soit, je dirais, compliqué à calculer. Je crois que ça va être intéressant en termes de transition. Quelle est votre approche chez Aircube, justement, en termes de gestion des risques de marché? Bonjour à tous. Ça va être difficile d'aller au-delà de ce que disait Monsieur Jiménez parce que je suis tout à fait d'accord en fait avec ce que Monsieur Jiménez dit. Nous aussi chez Aircube en fait on a un process de gestion des risques qui est vraiment très simple, hein. Et en fait pour rejoindre un petit peu ce que me disait Monsieur Jiménez, la première source de risque je pense aujourd'hui c'est quand même vraiment le PNL. La démarche qu'on a suivie chez Aircube, c'était vraiment d'avoir une gestion des risques qui soit en temps réel. Il faut savoir que dans l'industrie aujourd'hui, la plupart des sociétés le gèrent encore en T+1, voire même beaucoup plus. Je pense que pour la gestion des risques, mais aussi pour la gestion, c'est primordial que les gérants sachent aujourd'hui où sont les sources de PNL. Donc ça, c'est la première chose que l'on regarde chez Aircube. Évidemment, on suit la VAR, on suit les stress tests, tout ce qui est demandé par le régulateur. De toute façon, on ne peut pas y échapper. Mais je pense qu'il faut d'abord savoir, lorsqu'on prend un risque, savoir si vraiment il correspond au risque que l'on souhaitait prendre. Et donc le PNL est, je pense, notamment en temps réel, une bonne façon d'appréhender cette gestion des risques. Alors ensuite, il y a une chose aussi qui est fondamentale dans la gestion des risques, et je pense savoir et connaître les limites des indicateurs qu'on utilise. Parce que utiliser la VAR, c'est bien joli, les stress tests, mais bon, on ne calcule pas une VAR sur des marchés dérivés Delta One de la même méthode que sur des obligations, sur des marchés OTC. Donc je pense qu'en plus de choisir les bons indicateurs de risque et qui permettront aussi à la gestion de générer de l'alpha, c'est connaître les limites de ces indicateurs de risque. Enfin, je pense que le plus dur aujourd'hui quand même dans la gestion de risque, c'est de savoir s'adapter à la génération de l'alpha du gérant. On ne met pas en place une gestion de risque dans une société de gestion alternative qu'on la mettrait dans un long short ou un 130-30 ou un fonds benchmarké où l'allocation du PNL et l'attribution est beaucoup plus importante, je pense, que pour nous qui n'avons pas de benchmark où forcément des indicateurs tout simples, là, des stop loss, savoir qu'est-ce qu'on fait quand il y a un stop loss qui s'allume, si la VAR est dépassée, comment on réagit, une fois qu'on a appliqué le stop loss, est-ce qu'on rentre dans une position, à quelle période. Donc tout ça, c'est des choses qui sont simples et qu'il faut mettre en place. Et enfin, peut-être la dernière chose, c'est tout simplement faire en sorte de générer aussi, avec la gestion des risques, de la performance pour la société de gestion. Donc c'est tout bête, mais faire tourner des positions qui sont trop souvent perdantes, mettre un petit peu plus d'activité dans la gestion, et je pense aussi quelque chose de fondamental aujourd'hui dans la gestion des risques. Merci, on voit deux visions relativement convergentes. Bernard Blot, justement, est-ce que vous observez une certaine convergence, encore une relative diversité dans les pratiques de gestion des risques de marché? C'est vrai qu'il faut choisir ses combats. Et
Et dans les combats entre diversité ou standardisation, je prendrai les trois. Diversité, standardisation et la somme des deux. Et cela pour trois raisons. La première, c'est vrai que ça dépend de la nature. Nous, ce qu'on observe, hein, je ne suis pas gérant, ce qu'on observe, c'est que la sensibilité au risque dépend en particulier de la nature des instruments traités. C'est vrai que dans les instruments traités, il y a des instruments cotés et il y a aussi des instruments non cotés par définition en mark to market ou en mark to model. Et donc la sensibilité au risque et le suivi de ces risques, c'est déjà lié à un instrument. Deuxième point, c'est que c'est lié aussi aux deux autres parties prenantes quand vous gérez, essentiellement dans cette salle sous forme de fonds, mais il existe aussi des gestions sous mandat, je pense qu'on en parlera. Il y a deux autres parties prenantes. Dans les parties prenantes, effectivement, il y a le dépositaire, conservateur, gestionnaire administratif et comptable, et ça, c'est comment il aide dans la gestion des risques sur ce thème. Et ça, c'est un point important pour les clients, qui est le troisième point, les clients finaux. Parce qu'en fait, tous les clients finaux ont eux aussi une sensibilité au risque. Et vous avez deux types de clients finaux. Vous avez les clients finaux qui sont régulés et ceux qui ne sont pas régulés. Et donc déjà, en étant régulé, vous n'avez pas la même sensibilité au risque qu'en étant régulé. C'est vrai que si vous avez S2, BAL3 ou la MIF sur le dos, c'est différent. Et donc ça, c'est des process et des sensibilités différentes. Et moi, ce que je conseille, c'est de bien de regarder à qui sont vendus les fonds, parce qu'il y a la sensibilité au risque vis-à-vis de vous-même dans la production de la gestion, et la sensibilité au risque vis-à-vis de vos clients. Juste un exemple, un bon exemple sur S2, c'est vrai que sur Solvency 2 et les compagnies d'assurance, il faut des outils compliqués. Mais ces outils peuvent être plus ou moins compliqués. Pourquoi? Parce que dans la salle, s'il y a des institutionnels qui ont des fonds propres. Ils en ont beaucoup. Donc leur sensibilité au risque Solvency 2, elle est AJ plus X. Et puis il y en a qui sont juste en fonds propres et donc qui sont AJ. Et donc du coup, ça montre que la gestion des risques est du coup complètement différente. Merci. On a évoqué le risque de marché. Il y a aussi, bien sûr, le risque c'est multifacette. Le risque de liquidité et les risques de contrepartie font l'objet d'une nouvelle attention aussi depuis quelques années. Christian Jiménez, quelle est votre approche en termes de gestion du risque de liquidité? Alors, nous, on est très sensible à la question de la liquidité, puisque nous faisons de la gestion flexible. Donc, gestion flexible, ça veut dire qu'il n'y a pas finalement pour un portefeuille une allocation stratégique et une allocation tactique. Les deux se superposent. On peut changer le portefeuille dans une proportion très large, de façon très rapide, si les marchés le justifient. Et donc, qui dit authentique gestion flexible, dit portefeuille totalement liquide. Nous, tous nos fonds sont en liquidité quotidienne au niveau du passif, mais pour servir cette liquidité quotidienne et pour assumer notre flexibilité de gestion, 100% des actifs en portefeuille sont liquides quotidiennement. 100% des actifs. Donc après, vous pouvez calculer tous les ratios de liquidité que vous voulez. Nous, on est très à l'aise puisque 1, 100% de nos actifs sont liquides. Et 2, quand je dis actifs liquides, c'est une vraie liquidité quotidienne. C'est-à-dire, on n'achète que des actions grande capitalisation, que des obligations qui ont une souche large. On évite les small cap, on évite les obligations, les titres de taux où le spread bid-offer serait trop large, ce qui est le reflet d'une liquidité insuffisante. Nous, on ne le fait jamais, mais on peut faire tourner 100% de notre portefeuille en 24 heures. Aucun gérant de SICAV monétaire ne peut en dire autant. Notre fonds, il est conçu pour des investisseurs qui peuvent le mettre en fonds de portefeuille, mais il a la liquidité totalement quotidienne. C'est-à-dire, dans notre portefeuille, dans nos portefeuilles, jamais de produits structurés, jamais de titrisation. Une titrisation est supposée liquidité quotidienne. Vous pouvez l'acheter très facilement en moins d'une journée. Après, quand vous voulez la revendre, c'est autre chose. Donc nous, il faut qu'on puisse sortir notre portefeuille à tout moment, y compris pour faire face à nos contraintes de passif. Donc chez Diamant Bleu Gestion, la liquidité, elle est totale, par construction du process de gestion. Et juste, dans une vie antérieure, j'étais investisseur institutionnel, je gérais le portefeuille d'Écureuil Vie, 85 milliards d'euros, horizon de gestion très longue. J'avais bien sûr une poche d'actifs réels, immobiliers et autres, mais tout le reste, j'étais toujours très attentif à ce que ce soit liquidité quotidienne. J'achetais un papier pour le garder 10 ans,
Et en pratique, je le gardais souvent effectivement 10 ans. Si je changeais d'avis demain et que je voulais le vendre demain, il fallait qu'il soit vendable à un prix normal. Et donc, même avec un horizon long, mais avec un portefeuille énorme, j'avais une très large fraction du portefeuille qui était à liquidité quotidienne. Cette bonne pratique, enfin, de mettre en face la liquidité de l'actif avec la liquidité exigée et demandée par les investisseurs au passif. Est-ce que justement c'est quelque chose qui se standardise et qui devient assez, voilà, enfin, assez standardisé en termes de suivi d'indicateurs de ce que vous voyez des pratiques des sociétés de gestion? Alors encore une fois, hein, on est observateur, on n'est pas gérant. C'est vrai que dans le risque d'illiquidité, et si on prend un peu de recul, AIFM, comme les autres réglementations, AIFM a ce que j'appelle à démembrer la gestion de portefeuille de la gestion du risque. Et elle a mis quelque part, en démembrant ces deux points, un système, entre guillemets, hein, de sanctions. Sur S2, c'est il faut avoir des fonds propres, et sur un fonds, il faut avoir ce qu'on appelle une poche de liquidité, ce qui est quand même plus simple que d'avoir des fonds propres quand vous gérez, à mettre en place. Et donc c'est des nouveaux paramètres qui rentrent dans le compte de la gestion. Alors on peut être complètement liquide à J+1, mais là encore il faut tenir compte de ses clients. Il y a des clients qui ont besoin de liquidité, de produits liquides à J, et d'autres à X, hein. Donc qu'est-ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il se met en place maintenant des stress tests. Vous avez bien parlé du passif en fonction de vos clients, et donc du passif de vos gestions, de vos portefeuilles. Va se mettre en place des stress tests, et il va falloir faire ces stress tests et suivre cette liquidité suivant des normes et des modèles mathématiques. C'est la réglementation. Voilà, c'est un constat. Morgan aussi. Oui, je voulais juste ajouter quelque chose sur ce que disait Christian Jiménez. Je pense qu'il faut séparer effectivement deux choses. La LM, hein, donc, qui est offrir à ses porteurs une liquidité qui est si possible, inférieure à la liquidité du portefeuille. Donc ça, je pense que c'est quand même une règle de bonne pratique maintenant. On a vu avec le nombre de tout ce qui a été Gates, etc., dans les différents hedge funds. Donc j'espère que ça va devenir une bonne pratique, mais il y a aussi une deuxième part de la liquidité qui est importante, c'est la liquidité sur les titres. Aujourd'hui, le régulateur, notamment, enfin surtout l'ESMA, et c'est aussi dans le cadre de BAL 3, hein, nous demande de calculer la liquidité, mais il faut savoir que sur beaucoup de marchés, il est extrêmement difficile de calculer une liquidité que je pourrais dire d'efficace. Par exemple, sur les marchés dérivés, et même sur certains marchés actions, il faut savoir que notamment sur le Nasdaq ou sur le CAC, certains acteurs monopolisent 80, 70 ou 80% des ordres. Sur ces ordres-là, il y en a près de 50% qui sont annulés avant l'exécution. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, le régulateur ne nous dit pas comment calculer le risque de liquidité, alors que sur la plupart des autres indicateurs qu'il nous demande de suivre, c'est quand même assez normé. Aujourd'hui, calculer le risque de liquidité sur les produits dérivés, je ne voudrais pas qu'il y ait de personnes qui crient dans la salle, mais à part les volumes journaliers, aujourd'hui, si vous connaissez pas si vous n'avez pas accès au full order book, impossible de calculer les liquidités sur les marchés dérivés, par exemple. Merci. En termes de tendance aussi qui peut être intéressante concernant les jeunes sociétés de gestion et les problématiques qu'elles rencontrent en termes de risque, c'est le suivi du risque opérationnel, dans le sens où les jeunes sociétés de gestion, étant donné les contraintes qu'elles ont en termes de coûts de fonctionnement et de budget, sont tentées d'externaliser un certain nombre de fonctions, de services, comme par exemple le middle office. Du coup, ça pose de nouvelles questions, ça fait apparaître de nouveaux risques, cette délégation d'un certain nombre de fonctions des jeunes sociétés de gestion. Quels sont-ils, Bernard Blot? C'est une bonne question. Alors, le risque alors déléguer, c'est un choix. D'accord. Alors après, il ne faut pas se tromper chez qui vous déléguez. Et il faut savoir déléguer en fonction de la nature, encore une fois, de ce que vous produisez et de ce que vous vendez. Dans la délégation, la responsabilité d'un prestataire, c'est bon.
Donc le temps se rapetisse. Donc la responsabilité d'un prestataire, c'est d'abord de bien faire son travail. Et donc du coup, il faut que bien faire son travail, c'est répondre au risque de sous-traitance. On peut aller aussi au-delà de bien faire son travail, c'est-à-dire essayer comment dirais-je, de consolider et de diminuer les risques. Et donc il y a des outils, soit en termes d'intégration locale globale ou intégration de formules. Et il y a aussi ce qui va arriver demain sur les collatéraux ou autres, il faut former et informer les gens parce qu'en fait, si vous voulez, on a tous oublié durant ces 30 dernières années deux droits qui sont importants, le droit du contrat et le droit de propriété. Et on a tous oublié ça et on en reparlera au déjeuner ou tout à l'heure. En 2 secondes, il faut que je laisse la parole. Merci, effectivement, on est vraiment rattrapé par le temps. Je crois qu'il faut qu'on a 3-4 minutes pour conclure. Ce que je vous propose, c'est, on a passé en revue rapidement, essayer de faire un tour d'horizon de quelques pratiques en termes de maîtrise et de suivi des risques des jeunes sociétés de gestion. On voulait évoquer ensuite les dispositifs, les moyens qui sont utilisés à disposition donc, des jeunes sociétés de gestion, IT, humain et en termes d'organisation. Ce que je vous propose, c'est voilà, de conclure chacun de vous trois sur aujourd'hui, d'après vous, de quels moyens disposez-vous pour poursuivre ces risques d'un point de vue technologique, du développement interne, des outils externes, d'un point de vue organisation, quel est le rôle du risk manager d'une société de gestion. Voilà, je vous laisse finir chacun à votre tour. Bon, je vais essayer donc de répondre très brièvement à cette grande question. Juste en 2 mots, effectivement, la crédibilité d'une gestion des risques dépend des outils utilisés. Et nous, si vous voulez, on a souhaité dès le départ offrir à nos clients institutionnels vraiment un pilotage de portefeuille qui soit de top niveau, d'où le partenariat avec la Française AM Next Time, qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes branchés sur les outils du groupe La Française AM, et donc ça c'est de nature à totalement rassurer nos clients. Cela dit, on réfléchit quand même à passer à un outil non pas propriétaire, ça c'est exclu, on n'a pas envie de développer un outil, mais sur le marché il existe de très beaux outils. Et je ne peux pas ne pas dire, surtout que je suis en discussion avec eux en ce moment, mais notre animateur de cette table ronde, Franck Lesage de Edgeguard, propose un outil qui me paraît tout à fait solide. Et en plus, il y a un chapitre qu'on n'a pas le temps d'aborder, mais c'est le coût de la gestion des risques pour une petite société de gestion. Et moi, ce que je trouve merveilleux dans la formule d'Edgeguard, c'est qu'en fait, il y a un alignement d'intérêt entre le prestataire et le gérant qui fait que finalement, on peut payer cet outil en fonction des encours gérés. C'est-à-dire on peut avoir le même outil qu'une très grosse société pour beaucoup moins cher quand on est soi-même une petite société de gestion. Et là, franchement, je dis bravo parce que c'est le moyen de mettre aux petites sociétés qui démarrent des outils que d'autres beaucoup plus grosses peuvent également utiliser. Ça, je trouve que c'est vraiment une excellente initiative. Bah, merci pour cette promotion sincère et gratuite. Qu'ajouter nous, on utilise Edgeguard, donc on est assez satisfait. Il n'y a pas de problème majeur. C'est pourvu que ça dure. Moi, ce que je rajouterais, c'est que externaliser aujourd'hui la gestion des risques, il faut pas que le risque global, hein, parce qu'on ne parle que du risque de marché là, il ne faut pas que le risque global augmente par ailleurs. C'est-à-dire que moi, il y a quand même un risque opérationnel évidemment qu'il faut essayer de minimiser, mais il y a un risque de compliance puisque bon, en partie le logiciel intégré doit intégrer une gestion de la compliance. Hein. Par exemple, l'interdiction des shorts à certaines périodes sur les titres de bancaires italiens. Voilà, bon, est-ce que j'ai le droit de mettre des CFD dans mon portefeuille? Est-ce que j'ai eu l'autorisation de l'AMF de faire des OTC complexes et tout ça? Donc il y a ensuite quand même un risque de compliance. Il y a aussi un risque potentiellement produit. Est-ce que le logiciel connaît ou sait pricer et calculer les risques sur la totalité des produits que j'utilise? Mais il ne faut pas aussi que ça ajoute un risque de crédit, parce que bon, la société dans laquelle on fait aussi, on externalise la gestion des risques doit être solvable et doit être réglementairement pas là. On voit aussi toutes les accréditations nécessaires pour bien effectuer la tâche. Merci. Bernard Blou, un mot pour conclure.
Alors c'est compliqué de conclure, mais c'est un bon exemple. Ce qui vient de se passer, la table ronde est de 30 minutes, on vous demande de la réduire de 10 minutes. Donc en fait, dans la gestion des risques, il faut savoir anticiper. Parce qu'en fait, ça ne se passe jamais comme vous avez prévu. Et donc anticiper, ça veut dire, eh ben, écoutez, faire des stress tests au sens de dire qu'est-ce qui se passe au cas où. Et donc anticiper et surtout anticiper par nature de client. Tout le monde veut faire tout, alors qu'il y a des clients simples, il y a des formules simples qui coûtent moins cher et qui demandent moins de risques. Mais il y a des clients aussi qui demandent beaucoup plus de risques. Voilà. Donc anticiper. Merci à tous.